Petit test microphone. Avec le lag. Test microphone. Ok, la qualité du son est acceptable. Alors on va y aller. Je vais partager mon écran et je vais vous faire la lecture de la deuxième partie des protocoles des sages notions. Pourquoi j'ai décidé de la faire ce soir sur cette chaîne et pas sur la chaîne où je le fais d'habitude, donc sur la libre avec de Bulle, c'est en fonction de l'actualité. Je suis révolté, je suis ulcéré, j'ai mon cœur qui saigne et je pense. Je peux pas vous partager le fond de ma pensée. Pas encore. On le fera peut-être tout à l'heure. Donc sur ce, les chats, vous vous calmez. Les chats qui s'énervent. Et donc je me planque et je vous commence la lecture de cette 10e partie concernant les protocoles des sages notions. Les protocoles de sages notions, 10e partie. 19e protocole. Pétition et proposition. Nous interdirons aux individus de se mêler de politique, mais d'autre part, nous encouragerons toute espèce de rapport ou de pétition concernant l'amélioration de la vie sociale et nationale, soumis à l'approbation du gouvernement. Car, par ce moyen, nous serions tenus au courant des erreurs de notre gouvernement, d'une part, et des idéaux de nos sujets, de l'autre. Aux amendes qui seraient ainsi présentées, aux demandes qui seraient ainsi présentées, nous répondrions soit en les acceptant, soit en faisant valoir contre elles un argument frappant, pour bien prouver que leur réalisation est impossible parce qu'elle repose sur une mesquine conception des affaires. Répression des troubles et des émeutes. On pourrait comparer les effets de la sédition à ceux que produisent sur l'éléphant les aboiements d'un roquet. Si le gouvernement est bien organisé, non pas au point de vue de sa police, mais à un point de vue social, le chien aboie sans se rendre compte de la force de l'éléphant, et que celui-ci montre une bonne fois sa force. Et le chien se taira sur l'heure, et il agitera sa queue dès qu'il apercevra l'éléphant. Déshonorer les criminels politiques. Pour enlever au crime politique son auréole de bravoure, nous placerons ceux qui l'auront commis au rang des autres criminels et les iront de pair avec les voleurs, les assassins et autres malfaiteurs du même genre odieux. L'opinion publique ne fera plus alors de différence entre les crimes politiques et les crimes vulgaires et les chargera d'égal opprobre. Nous avons fait tous nos efforts pour empêcher les gentils d'adopter cette méthode particulière de traiter les crimes politiques. Les gentils, ici, il faut entendre les goïms. Je l'ai déjà dit. Nous avons employé pour cela la presse, le public, la parole et les manuels classiques d'histoire habilement conçus. Nous avons inspiré l'idée qu'un condamné pour crime politique était un martyr, puisqu'il mourrait pour l'idée du bien commun. Une telle réclame a multiplié le nombre des libéraux et grossi les rangs de nos agents de milliers de gentils.
20e protocole. La science financière et les impôts. Je vais traiter aujourd'hui de notre programme financier que j'ai gardé pour la fin de mon rapport parce que c'est la question la plus difficile, celle qui sera la dernière clause de nos plans. Avant de discuter ce point, je veux vous rappeler ce que j'ai déjà dit plus haut, à savoir que toute notre politique repose sur ces chiffres. Quand nous arriverons au pouvoir, notre gouvernement autocratique évitera, dans son propre intérêt, de faire peser de trop lourds impôts sur le peuple et ne perdra jamais de vue le rôle qu'il doit jouer, celui de père protecteur. Évidemment, ça a bien changé depuis. L'impôt sur les fortunes. Mais comme l'organisation du gouvernement absorbera des sommes d'argent considérables, il est de toute nécessité de se procurer les fonds indispensables pour y subvenir. Il nous faudra donc employer de grandes précautions en élaborant cette question et voir que la charge des impôts soit justement répartie. Notre souverain, grâce à une fiction légale, propriétaire de tous les biens, ce qui est facilement réalisable. Il pourra lever les sommes nécessaires pour régulariser la circulation de l'argent dans le pays. Dès lors, le meilleur moyen de faire face aux dépenses du gouvernement sera l'établissement d'un impôt progressif sur la propriété. Ainsi, les impôts seront couverts sans opprimer ni ruiner le peuple. Et la charge qui incombera à chacun sera proportionnée à celui qu'il possédera. On voit qu'ils ont bien changé leur cahier des charges depuis. Je continue. Il faudra que les riches comprennent qu'il est de leur devoir de céder au gouvernement une part de surplus de leur richesse, puisque le gouvernement leur garantit la possession paisible du reste de leurs biens et leur donne le droit de s'enrichir par des moyens honnêtes. Je dis honnête parce que le contrôle de la propriété rendra le vol impossible au point de vue légal. Comme cette réforme sociale est la principale garantie de la paix et qu'elle ne souffre aucun délai, nous devrons la mettre au premier plan de notre programme. Chaque fois que les impôts ont pesé sur les pauvres, la révolution s'en est suivie, au grand préjudice du gouvernement qui, en essayant de tirer de l'argent des pauvres, risque fort de ne pas obtenir des riches. L'impôt sur le capital diminuera l'accroissement de la fortune privée à laquelle, jusqu'ici, nous avons à dessein permis d'augmenter pour qu'elle soit un contrepoids au gouvernement des gentils et à leurs finances. Un impôt progressif, réparti suivant la fortune de chacun, produira un revenu beaucoup plus important que ne le fait le système actuel de répartition égale pour tous. Ce système nous est, en ce moment, des plus favorables. Il engendre le mécontentement parmi les gentils. Note de bas de page, remarquez que cette conférence eut lieu en 1901. La puissance de notre souverain reposera principalement sur ce fait qu'il sera la garantie de l'équilibre du pouvoir et de la paix perpétuelle du monde. Pour obtenir une telle paix, il est naturel que les capitalistes cèdent une partie de leurs revenus pour sauvegarder le gouvernement dans son action. Les dépenses du gouvernement doivent être fournies par ceux qui peuvent le mieux les supporter et dont on peut tirer de l'argent. Cette mesure éteindra la haine des pauvres pour les riches en qui ils reconnaîtront les auxiliaires financiers indispensables de l'État et les soutiens de la paix et du bien public, car les classes pauvres comprendront que les riches fournissent les moyens de leur procurer les avantages sociaux. Ça a bien changé. Pour que les classes intelligentes qui, seules, paieront l'impôt, n'aient pas lieu de se plaindre outre mesure du nouveau système de répartition, nous leur soumettrons des comptes détaillés dans lesquels nous indiquerons de quelle manière on emploie leur argent sans qu'il soit fait mention, cela va sans dire, de ce qu'il sera attribué aux besoins particuliers du souverain et aux nécessités de l'administration. Le souverain n'aura aucune propriété personnelle,
puisque tout lui appartiendra dans l'État. Car s'il en admettait que le souverain pût posséder une propriété privée, il semblerait que dans tout l'État, excusez-moi, je reprends la phrase. Le souverain n'aura aucune propriété personnelle, puisque tout lui appartiendra dans l'État, car si l'on admettait que le souverain pût posséder une propriété privée, il semblerait que tout dans l'État ne fût pas sa propriété. Les parents du souverain, sauf son héritier, qui sera entretenu par l'État, devront servir l'État, soit comme fonctionnaires, soit dans un emploi quelconque, afin de conserver le droit de posséder. Le privilège d'être de sang royal ne leur faudrait pas celui de vivre aux frais de l'État. Excusez-moi, je bois un petit coup. Et continuons. Principe de l'impôt progressif du timbre. Il y aura un droit de timbre progressif sur toutes les ventes, les achats et les successions. Toute transaction qui ne porterait pas le timbre requis sera considérée comme illégale et le premier propriétaire aura à payer à l'État un pourcentage sur le dit droit à compter du jour de la vente. Toutes les reconnaissances de transactions devront être remises chaque semaine au contrôleur local des contributions avec les noms et prénoms du nouveau et de l'ancien propriétaire ainsi que leurs adresses permanentes. Il sera nécessaire d'employer la même méthode pour toute transaction dépassant un certain chiffre, c'est-à-dire dépassant le chiffre moyen des dépenses quotidiennes. La vente des objets de première nécessité ne sera timbrée qu'avec un timbre ordinaire de valeur fixe. Comptez seulement combien de fois le montant de cette taxe dépassera le revenu des gouvernements des gentils. Pardon. L'argent doit circuler. L'État devra avoir en réserve un capital donné et, au cas où le produit des impôts excéderait cette somme, le surplus des rentrées serait mis en circulation. Ce reliquat sera employé à toutes sortes de travaux publics. La direction de tels travaux sera confiée à un ministre d'État. Les intérêts des classes ouvrières seraient ainsi intimement liés à ceux de l'État et du souverain. Une partie du reliquat servirait encore à distribuer des primes aux inventeurs et aux producteurs. Il est absolument essentiel de ne pas laisser dormir l'argent dans les banques de l'État, du moins au-delà de la somme nécessaire pour faire face à une dépense spéciale, ce qui n'est plus le cas depuis qu'il y a l'euro. L'argent est fait pour circuler et toute congestion monétaire est fatale à la marche des affaires publiques. L'argent est, en effet, comme l'huile, dans les rouages de l'État. Si l'huile devient trop épaisse, le mécanisme s'encrasse et la machine s'arrête. Le fait d'avoir substitué pour une large part le papier à la monnaie courante vient de créer le malaise dont nous parlons et dont il est facile de saisir les conséquences. Allez écouter un petit peu la dernière vidéo de Michel Drac. Elle est très très instructive. Continuons. Rôle de la Cour des comptes. Nous instituerons aussi une Cour des comptes qui permettra aux souverains de connaître exactement les dépenses et les revenus du gouvernement. Toute la comptabilité sera scrupuleusement tenue à jour, excepté pour le mois courant et celui qui précède. La seule personne qui ne saurait avoir l'intérêt à voler l'État est le souverain, puisqu'il en est le propriétaire. C'est pourquoi son contrôle coupera court à toute possibilité de coulage et de gaspillage. Suppression des réceptions protocolaires, toute réception purement protocolaire, qui sont pour le souverain une telle perte de temps si précieux, seront supprimées afin de lui laisser davantage de loisirs pour s'occuper des affaires de l'État. Dans notre gouvernement,
le souverain ne sera pas entouré de courtisans qui, en général, font la cour au monarque par amour du faste, mais qui n'ont, au fond du cœur, que leur intérêt propre et non le désir du bien public. Ici, il faut que je fasse une petite correction dans le texte. Et on continue. Oui, j'attache beaucoup d'importance à la mise en page, excusez-moi d'être aussi tatillon et pointilleux. L'origine des crises économiques. Nous avons réussi à faire éclore toutes les crises économiques si habilement préparées par nous dans les pays des gentils qu'en retirant l'argent de la circulation. Et oui, vous avez remarqué, il y a de moins en moins d'argent qui circule. L'État se trouve obligé, pour ses emprunts, de faire appel à aux grosses fortunes qui sont congestionnées par le fait que l'argent a été retiré au gouvernement. Ces emprunts constituent une lourde charge pour les États qui sont obligés de payer des intérêts et qui se trouvent ainsi obérés. La concentration de la production par le capitalisme a sucé jusqu'à la dernière goutte toute la force productrice et avec laquelle toute la richesse de l'État. La circulation de l'argent, problème vital, l'argent ne peut actuellement satisfaire tous les besoins des classes ouvrières parce qu'il n'y en a pas assez pour circuler partout. Il faut que l'émission de la monnaie courante corresponde à l'importance de la population et, du premier jour de leur naissance, les enfants doivent être comptés comme des unités de plus en plus à satisfaire. La révision de la quantité de monnaie mise en circulation doit être faite de temps à autre. C'est une question vitale pour le monde entier. Ici, je me permets de faire une petite parenthèse. Depuis votre naissance et de l'apparition de votre nom et prénom dans un carnet de naissance, dans la commune où c'est, eh bien, vous recevez un numéro, un national. Et ce numéro est national est coté en bourse depuis le jour où votre nom est apparu dans les écrits. Imaginez un petit peu les milliards que ça a pu générer. Si par exemple, comme moi, vous êtes près de la soixantaine, mais continuons. Condamnation de l'étalon or. Ah ben oui, évidemment. On préfère vendre du papier. Vous savez, je pense que l'étalon or a été la perte de tous les États qui l'ont adopté, parce qu'il ne peut satisfaire tous les besoins des populations, d'autant plus que nous avons fait tous nos efforts pour obtenir son accaparement et le faire retirer de la circulation. Je prends un petit coup. Voilà, dans 10 minutes, on va arrêter la lecture et on démarrera le prochain live. La monnaie future. Notre gouvernement mettra en circulation la quantité de monnaie en proportion avec la force ouvrière du pays. Et cette monnaie sera en papier ou même en bois. Nous émettrons une quantité de monnaie suffisante pour que chacun de nos sujets puisse en avoir suffisamment, ajoutant à chaque naissance et diminuant à chaque décès la somme correspondante. Les comptes du gouvernement seront tenus par des gouvernements locaux séparés et par des bureaux provinciaux. Et je crois qu'on va terminer avec ceci. Faites ce que je dis. Pour qu'il ne puisse y avoir de retard dans le paiement des dépenses de l'État, le souverain lui-même donnera des ordres fixant les dates des paiements. Ainsi disparaîtra le favoritisme qui existe dans certains ministères des Finances à l'égard d'autres ministères. Les comptes des revenus et des dépenses seront tenus ensemble pour qu'ils puissent toujours être comparés.
Les plans que nous ferons pour réformer les institutions financières des gentils seront présentés de telle manière qu'ils n'attireront jamais leur attention. Nous indiquerons la nécessité de réformes comme provenant de l'état de désordre auquel ont atteint les finances des gentils. Nous montrerons que la première raison de ce mauvais état des finances provient de ce qu'au début de l'année financière, on commence par faire une évaluation approximative d'un budget dont l'importance augmente chaque année parce que, tel qu'il est, il suffit à peine pour aller jusqu'à la fin du premier semestre. On propose une révision, on ouvre de nouveaux crédits qui, généralement, sont absorbés au bout de 3 mois. On vote alors un budget supplémentaire et, pour boucler le budget, il faut encore voter les crédits pour sa liquidation. Le budget de l'année est basé sur le chiffre des dépenses de l'année précédente. Or, il y a chaque année un écart de 50% entre la somme nominale et la somme perçue, ce qui fait qu'au bout de 10 ans, le budget annuel a triplé. C'est de cette façon de procéder, tolérée par des gouvernements insouciants des gentils, que leurs réserves ont été taries. Aussi, lorsque sont venus les emprunts, leurs caisses se sont vidées et ils ont été sur le point de faire banqueroute. Vous comprendrez aisément que nous n'adopterons pas cette manière de conduire les affaires financières que nous avons conseillées aux gentils. Bon, on continue un petit peu. Les emprunts, faiblesse de l'État. Chaque emprunt prouve la faiblesse du gouvernement et son incapacité de comprendre ses propres droits. Tout emprunt, comme l'épée de Damoclès, est suspendu sur la tête des gouvernants qui, au lieu de lever directement l'argent dont ils ont besoin en établissant des impôts spéciaux, s'en vont, chapeau bas, chez nos banquiers. Les emprunts étrangers sont comme des sangsues. On ne peut les détacher du corps de l'État. Il faut qu'elles tombent d'elles-mêmes, ou bien que le gouvernement réussisse à s'en débarrasser. Mais les gouvernements des gentils n'ont aucun désir de secouer ces sangsues. Bien au contraire, ils en accroissent le nombre, se condamnant ainsi à mort par la perte de sang qu'ils s'infligent. À tout prendre, un emprunt étranger est-il autre chose qu'une censure? Un emprunt est une émission de valeur d'État qui comporte l'obligation de payer les intérêts de la somme empruntée suivant un taux donné. Si l'emprunt est émis à 5%, au bout de 20 ans l'État aura remboursé sans aucune nécessité une somme égale au montant de l'emprunt, et cela pour le simple paiement de ses intérêts. Au bout de 40 ans, cette somme aura été déboursée 2 fois et 3 fois au bout de 60 ans, l'emprunt lui-même demeurant impayé. Excusez-moi, j'ai des petites ding-ding qui sont assez perturbants. D'après ce calcul, il est évident que de tels emprunts, sous le régime actuel des impôts, 1901, arrachent ces derniers centimes aux pauvres contribuables, et cela pour payer les intérêts aux capitalistes étrangers auxquels l'État emprunte de l'argent. L'État ferait bien mieux de recueillir les sommes nécessaires en levant un impôt qui ne le grèverait pas d'intérêts à payer. Tant que les emprunts furent nationaux, les gentils faisaient tout simplement passer l'argent des pauvres dans la poche des riches. Mais lorsque, à force de corruption, nous eûmes acheté les agents nécessaires, les emprunts étrangers furent substitués aux emprunts nationaux et toute la richesse des États se rua dans nos coffres, si bien que les gentils en vinrent à nous payer une sorte de tribut. Par leur négligence dans la conduite des affaires de l'État, ou par la vénalité de leurs ministres, ou par leur ignorance des choses financières, les souverains des gentils ont rendu leur pays à tel point débiteurs de nos banques qu'ils ne pourront jamais payer leurs dettes. Vous
devez comprendre quelle peine nous a coûté l'établissement d'un tel état de choses. Les futurs emprunts d'État. Dans notre gouvernement, nous aurons grand soin qu'il ne puisse se produire d'arrêt dans la circulation de l'argent. Nous n'aurons donc pas de ces emprunts d'État, sauf un seul consistant en bons du Trésor émis à 1%, ce faible pourcentage n'exposant pas l'État à être saigné par les sangsues. Le droit d'émettre des valeurs appartiendra exclusivement aux sociétés commerciales. Celles-ci n'auront aucune difficulté à payer les intérêts sur leurs bénéfices parce qu'elles empruntent de l'argent pour leurs entreprises commerciales, tandis que l'État ne peut tirer aucun bénéfice de ces emprunts, puisqu'il ne le fait que pour dépenser l'argent qu'il en reçoit. Pardon. L'État deviendra créancier. L'État achètera lui aussi des valeurs commerciales, il deviendra à son tour un créancier au lieu d'être débiteur et de payer tribut comme il le fait de nos jours. Ceci mettra fin à l'indolence et à la paresse qui nous rendaient service tant que les gentils étaient indépendants, mais qui seraient polis dans notre gouvernement. Voilà, et on va terminer par ce chapitre. La faillite, seule issue pour les non-juifs. Le vide qui existe dans le cerveau purement bestial des gentils est suffisamment prouvé par le fait qu'ils ne comprennent pas qu'en nous empruntant de l'argent, ils auront un jour ou l'autre à soustraire des ressources du pays le capital emprunté avec ses intérêts. Il aurait été plus simple de prendre tout de suite l'argent des leurs auquel ils n'auraient pas eu à payer d'intérêt. Voilà qui prouve notre génie et le fait que notre peuple a été choisi par Dieu. Nous avons si bien présenté les choses que les gentils ont cru qu'il y avait pour eux un bénéfice à tirer des emprunts. Nos calculs que nous exposerons en temps voulu et qui ont été élaborés au cours des siècles, tandis que les gentils gouvernaient, différeront dès lors par leur extrême clarté et convaincront le monde des avantages de nos plans nouveaux. Ces plans mettront fin aux abus qui nous ont permis de nous rendre maîtres des gentils et que nous ne tiendrons pas sous notre règne. Notre budget sera compris de telle façon qu'il sera impossible aux souverains, comme aux plus petits employés, de distraire la moindre somme d'argent sans être vu, ou de lui donner un tout autre emploi que celui qui a été prévu. Il est impossible de gouverner avec succès, si l'on n'a pas un plan fixe bien défini. Les chevaliers et les héros eux-mêmes périssent s'ils s'aventurent dans un chemin sans savoir où il conduit et s'ils partent en voyage sans s'être convenablement approvisionné. Les souverains des gentils, encouragés par nous à abandonner leurs devoirs pour ne penser qu'apparaître, à recevoir fastueusement et à se divertir de toute manière, nous ont servi d'écran pour dissimuler nos intrigues. Les rapports de leurs partisans, envoyés pour présenter le souverain en public, étaient faits en réalité par nos agents. Ces rapports étaient toujours rédigés de façon à plaire au souverain à l'esprit borné. On ne manquait pas de les assaisonner de projets variés d'économie future. Ils auraient pu demander comment pourrait-on économiser? Serait-ce par de nouveaux impôts?
mais ils ne posaient aucune question semblable aux lecteurs de nos rapports. Vous savez vous-même à quel chaos financier ils ont abouti. Par leur propre négligence, ils ont fait banqueroute en dépit de toutes les durs efforts de leur sujet. Merci d'avoir écouté Ceci arrête ce live et je vous rejoins dans 5 minutes.